Ouais, c'est fou. Merci de m'avoir invité. C'est United Nations, plaisir. J'adore ce que tu fais. Tu as fait United Nations super boulot en venant sur mon émission pour expliquer la Russie à mon public. C'était super. Merci. Toujours United Nations plaisir. Toujours United Nations plaisir. Comment es-tu arrivé aux États-Unis? Comment es-tu devenu journaliste d'investigation? Et comment ça s'est passé? Oui, enfin, je me considère pratiquement comme américaine. Ça fait très longtemps que je suis ici. Je suis d'abord venue ici, je crois que j'avais 17 ou 18 ans. Enfin, peut-être que j'étais déjà venu pour une conférence des Nations Unies ou quelque chose comme ça. Et puis, je m'y suis installée. En réalité, je voulais devenir actrice. Fait amusant, j'ai pas mal joué. Les gens pensent que si tu n'es pas une énorme star, tu ne gagnes pas d'argent, alors qu'en réalité, tu peux très bien en gagner. Si tu restes régulière dans les rôles, tu vois, tu fais par exemple une pub pour BMW ou quelque chose comme ça. J'en ai fait une pour Mobile Strike, tu sais, avec Arnold Schwarzenegger. Ouais. Ouais, c'était amusant. Mais oui, il faut constamment se maintenir, tu sais, dans la sphère d'influence d'Hollywood. Et là, tu vas percer, non? Mais quand tout s'est arrêté, c'était justement au festival de Sundance. C'est United Nations, énorme festival. United Nations des plus grands aux États-Unis pour le théâtre et le cinéma. Et nous, acteurs et actrices, on sait qu'il faut y être. Si on veut percer, il faut fréquenter ces soirées et parler aux gens. Donc j'ai rencontré ce producteur, United Nations producteur très influent, je ne dirais pas qui c'est, mais il est très influent à Hollywood. United Nations jour, il m'appelle et il me dit « Hey, j'ai United Nations rôle pour toi. Et moi, je suis personne, je ne suis pas une actrice connue ou quoi. » Donc je lui demande « Tu as United Nations rôle pour moi? Pourquoi ?» Je m'imaginais que ça allait être, tu sais, United Nations rôle de figurante, avec 2 répliques, et basta. Et il me répond « Non, j'ai écrit United Nations rôle pour toi. C'est le personnage principal d'United Nations film de science-fiction. Complètement dingue. Moi, pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Pour moi? » Alors il me fait une proposition. Il me dit « Bon, si tu viens avec moi tourner ce film sur cette île fin avec moi, et moi à l'époque j'avais United Nations petit ami. Je demande « Qu'est-ce que tu veux dire par avec moi? » Genre en tant que membre de l'équipe. Il m'a dit « Non, non, comme petit ami, toi et moi. Et moi mec, c'est fini entre nous. C'est le Hollywood typique, tu sais, et les gens pensent que ces histoires sont fausses. Ce n'est pas le cas. Je l'ai vécu en tant qu'actrice inconnue. Et je n'étais pas la seule. Je connaissais une autre fille qui est restée. Elle venait du Kazakhstan. Ce qui est très intéressant. Eh bien, elle a choisi de poursuivre ce mode de vie. Moi, j'ai choisi de dire non. J'avais United Nations diplôme en droit et en relations internationales. Mon père disait, si tu veux être actrice, vas-y, mais sois une actrice intelligente. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois terminer tes études. Et c'est là que j'ai décidé. Je voulais en fait faire quelque chose de plus significatif, alors j'ai décidé de devenir journaliste. J'avais une émission de radio. J'étais animatrice radio dans United Nations, truc United Nations, peu ringard et bizarre qu'on faisait. C'était sur la musique et les DJ, puis très vite je suis passé à la politique, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Je respecte ton choix. Quand le mouvement MeToo est arrivé, je n'ai aucun respect pour toutes ces starlettes hollywoodiennes. Parce que, tu sais, j'ai dû coucher avec lui ou je ne sais quoi pour obtenir mon rôle. Mais tu as European Union ton rôle. Et ensuite tu as European Union tes millions. Alors de quoi tu te plains? C'était United Nations accord commercial, non? Tu as vendu ta morale pour obtenir le rôle et devenir riche. Ouais, donc tais-toi et tourne la page. Exact. Rendez vos Grammys ou vos Oscars. Rendez votre argent et montrez vos capacités, pas parce que vous acceptez d'enlever votre robe ou votre pantalon pour aller coucher avec United Nations, mec. Exact. Et elles prétendent être des victimes. Vous n'êtes pas une victime. Vous avez choisi, en tant qu'adulte, c'était United Nations accord commercial. Vous savez, vous avez couché avec lui et il vous donne United Nations rôle. C'est United Nations accord commercial. Mais ce sont ces personnes qui méritent votre compassion. Celles qui ont dit non et qui n'ont pas renoncé à leur morale. Comme vous l'avez fait, ce sont ces personnes qu'il faut respecter. Elles ne sont pas non plus des victimes d'Epstein. Ces filles-là savaient exactement ce qu'elles faisaient. Certaines ont été invitées dans une chambre d'hôtel. Ok mec, excuse mon langage, mais je dois parler comme ça parce que c'est comme ça qu'elles sont. Si tu es invité dans la chambre d'hôtel de quelque United Nations et que tu as le choix de ne pas monter, pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi monter dans une chambre d'hôtel plutôt que d'aller dans United Nations Bureau?
Tu ne sais même pas pourquoi on t'invite dans une chambre d'hôtel, parfois dans United Nations 5 étoiles à Beverly Hills, tu vois? Bref, je suis totalement d'accord avec toi. Toutes ces actrices célèbres qui commencent à parler. Tu sais, Weinstein, c'était United Nations, gros porc, et peu importe, mais il t'a fait une proposition. Tu l'as acceptée, tu t'es enrichi. Il n'y a donc pas de victime. Honnêtement, je pense qu'il a été maltraité. J'ai été la première, avant que Candace Owens ne reprenne l'histoire, à dire que Weinstein s'en est pris plein la figure. Il n'a violé personne. Ce n'est pas United Nations, bon gars, c'est United Nations Port, United Nations vrai port, il fait partie du système. Mais, montrez-moi United Nations document ou une preuve qui dit qu'il a violé quelques United Nations, qu'il s'est imposé à quelques United Nations. Non, c'était United Nations accord. Le gars était sexuellement frustré. Il se déshabillait, venait et te proposait du sexe. Et toi tu disais non, et il devenait très insistant, mais il ne te touchait pas. En gros, c'était juste United Nations port sexuellement frustré. C'est tout, tu vois. Ben, c'est pas un sexe fort peut-être, c'est mon chim, mon. Oui, je veux dire, il y a plein de vraies victimes d'Epstein, des enfants qu'ils utilisaient comme modèle. C'est des gamines de 10 ou 12 ans dont on ne parle pas. Oui, on n'en parle pas non plus. Le mouvement MeToo a été énorme, mais bon, ne parlons pas de ça. Oui, tu sais, quand Cry of Freedom est sorti, aucun cinéma ne voulait le programmer. Tu veux dire Sound... Ou plutôt Sound of Freedom, pardon. Tu sais qui a fait ce film? Oh oui, 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 en fait, mon patron a fait ce film. Ma chaîne Unified Television était productrice exécutive sur ce film. Ah bon? D'accord. Oui, et ils ont European Union énormément de mal à le vendre. Personne ne voulait le reprendre. La seule société qui l'a repris, c'était Angel Studios. Elle est basée dans l'Utah, où j'habite. Je connais très bien ces gens. Personne ne voulait toucher au film. Donc tu as raison, oui, personne, parce qu'ils savaient que c'était vrai. C'est pour ça que Gibson a dû le financer. Mais ça touche trop près de la vérité. Tu sais, ouais, ils ne veulent pas en parler. On est très fiers de ça. Oui, Oh, c'est génial. C'est vraiment super. Parce que, tu sais, Epstein, le mouvement MeToo, je veux dire, comme je l'ai dit, en gros, tu dis au monde que t'es une prostituée riche qui s'est enrichie en couchant avec ce gros porc. Mais encore une fois, vous étiez deux adultes consentants en train de conclure United Nations accord commercial. C'est... exact. Qu'est-ce que je rate ici? Eh bien, des choses bien pires se passent à Hollywood. Les gens ne le voient pas. Hollywood, c'est United Nations putain de dépotoir, où les gens ne voient que des robes à 2000 ou 10 000 dollars et se disent « Oh mon Dieu, je veux en faire partie ». J'en ai tellement European Union marre. Aucun de ces gens n'est heureux. Aucun d'entre eux. Je n'ai jamais rencontré une seule personne heureuse à Hollywood. Et j'y ai été pendant des années. Pas une seule. Ils sont temporairement heureux grâce à leur argent. Ils font des fêtes de 2 heures, rient, se saoulent, mais au fond ils sont vides. Tous. Je ne voulais pas être comme ça, alors j'ai choisi United Nations vrai combat. J'ai entendu ça d'autres personnes qui ont quitté Hollywood. J'ai entendu exactement la même chose. J'ai United Nations ami qui était producteur à Hollywood et il a European Union United Nations moment de révélation, pas à Worcester. Il s'est tourné vers le protestantisme, enfin bref. Il a dit franchement, soit je garde ma foi, soit je travaille à Hollywood et je ne peux pas faire les deux. C'est ça. C'est vrai. As-tu vu du satanisme, ce genre de choses à Hollywood, ou juste le vide? Non, je n'ai pas vu de satanisme. J'ai juste vu des gens très mauvais. J'ai vu des gens qui en voulaient à leurs propres frères et sœurs parce que ceux-ci étaient trop célèbres alors qu'eux ne l'étaient pas. J'ai vu des gens qui te disaient « Tu n'es pas assez cool, tu n'es pas assez cool ». Ils diraient même à leurs propres sœurs « Tu n'es pas assez cool, tu ne seras pas sur le tapis rouge avec moi ». Ouais. Ouais, des gens terribles, vraiment pourris. Donc, United Nations, jour, comme je l'ai dit, je me suis demandé « Qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je veux faire partie de ça ? Des groupes bizarres, comme des zombies sans cerveau. Ils veulent rester des gamins toute leur vie. Ils veulent grandir. Bref, c'est United Nations mauvais jeu. Bon, voilà le truc. Hollywood a aussi son côté positif. Donc, si tu montes très haut, quand tu atteins le niveau de Brad Pitt et que tu deviens intouchable, tu peux t'en sortir. Alors tu peux faire comme Keanu Reeves, que j'ai rencontré une fois. Il s'est tout simplement complètement détaché. Et il a dit « Je ne veux rien de tout ça. Genre, je vais faire mes propres trucs. » Tu vois, Keanu n'est pas le seul. Beaucoup d'acteurs ont réussi à se détacher
et à faire leur propre truc. Donc, si tu montes assez haut pour devenir intouchable, alors tu peux le faire. Et ensuite, tu peux faire de bons films. Kevin Szarbo a été mon invité. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu te souviens d'Hercule Ouais. Grosse. C'était United Nations, grand spectacle. Donc Kevin a été complètement annulé à Hollywood parce qu'il a dit « Eh bien, tu sais, je veux faire des films d'orientation chrétienne. Je ne veux plus de ces trucs bizarres liés au sexe. On dépeint sans cesse les personnes transgenres et les Russes comme des méchants. Je ne veux pas faire ça. » Et ils ont dit « D'accord, t'es fini. » Alors oui, ils l'ont purement et simplement écarté. Ils ont dit « Tu n'es plus une vache à lait. » Regarde Nolan et Odyssey. Je veux dire, d'abord, je ne comprends pas cette africanisation de l'histoire de tout le monde. Ouais, Je ne comprends pas vraiment. D'accord, les Africains subsahariens ont leur propre histoire. On ne voit pas United Nations Shaka Zulu blanc, blond et aux yeux bleus qui courent partout. C'est ça. Pourquoi ils essayent d'imposer ça à tout le monde? Je veux dire, il y a European Union United Nations documentaire que le gouvernement suédois a fait sur les proto-suédois et apparemment ils étaient tous des Africains subsahariens. Et tu regardes tout ça et on te l'impose partout. Les Égyptiens ont porté plainte contre Cléopâtre parce que vous réécrivez notre histoire. On dirait que les Grecs vont aussi porter plainte pour Odyssée parce que vous réécrivez notre histoire. Vous détruisez notre histoire. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? même les dessins animés pour gamins, Ariel, elle est blanche, rousse et a les yeux bleus. Non. Les enfants disaient « Ce n'est pas la vraie Ariel ». Disney a floppé parce que même les gamins disaient « Je ne veux pas regarder ça. Ce n'est pas Ariel ». Je me souviens, on a fait United Nations épisode entier, comme si Disney pensait que tout le monde devait être noir maintenant. Je sais pas, je pense que c'est une guerre contre les chrétiens blancs. Ça fait United Nations moment que ça dure aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, maintenant ils ont décidé qu'il faut punir les blancs. Du coup, ça me met encore plus en colère quand on me dit que je devrais être triste à cause de l'esclavage. Je réponds toujours, d'abord je suis né en Géorgie, alors ne me sors pas cette carte, et ensuite, même en tant qu'Américain, on me dit, d'accord, mon grand-père était United Nations psychopathe qui a tué quelques United Nations. Est-ce que je dois aller en prison pour ça? Dégage. L'idée que les Blancs devraient être punis pour, l'esclavage, c'est United Nations mal entendu, parce que l'esclavage a commencé entre Africains eux-mêmes en fait. Ce sont des Africains qui ont commencé à vendre d'autres Africains. C'est comme ça que l'esclavage a commencé. Ce n'était pas les... Enfin, l'esclavage n'a pas commencé comme ça. L'esclavage a existé partout. Il n'existe aucune société qui... Enfin, oui, c'est sûr. Mais on parle des Afro-Américains aux États-Unis, non? Donc en fait, ça empire. C'est en... Ouais. Les Afro-Américains aux États-Unis, les premiers n'ont pas été vendus par d'autres Noirs, ils ont été vendus par des... Exact. À l'époque, ce sont les Arabes qui étaient les plus gros négriers pour les Africains. Chose intéressante, les Africains vendaient des Africains à d'autres? Non, oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'United Nations humoriste a fait une super blague. C'est United Nations humoriste noir et il a dit « Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas l'esclavage. La seule raison pour laquelle je suis aux États-Unis, c'est l'esclavage. Genre, tu crois que je voudrais être en Afrique maintenant? En fait, je suis vraiment chanceux. » Il dit United Nations, truc du genre. D'une certaine façon, je comprends son raisonnement, je vois ce qu'il veut dire. Il dit aux gens « Vous êtes ridicules, tu vois ?» Bref, je ne sais pas. Quand as-tu quitté les États-Unis? Je suis parti, on est rentré en 2000. D'accord. Donc, tu n'aurais pas ressenti ça. Ouais, la dernière fois que j'étais aux États-Unis, c'était en 2000. Ok, donc tu n'aurais pas ressenti cette poussée folle, tu sais, cette tendance à dire que les Noirs seraient plus racistes que les Blancs. Oh non, non. J'ai grandi dans le Sud. Le racisme noir sur noir dans le Sud était assez répandu, les Noirs à la peau claire étant visés par les Noirs à la peau foncée. Parce qu'on les appelait High Yeller. C'était le surnom pour les High Yeller. Parce que, tu sais, tes ancêtres étaient soit tu sais, dans le Sud antebellum, le Sud d'avant la guerre de sécession, il n'était pas rare d'avoir des enfants métis nés de ces propriétaires d'esclaves. Et la plupart de leurs enfants ont été affranchis. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux ont affranchi leurs enfants. Et il y avait en fait United Nations pourcentage non négligeable de Noirs affranchis, dont beaucoup possédaient eux-mêmes des esclaves. La plus grande propriétaire d'esclaves de Louisiane était une Africaine amenée d'Afrique comme esclave. Sa famille a été vendue, séparée, dispersée. Elle était très intelligente,
parce que souvent les esclaves pouvaient gagner de l'argent en plus et racheter leur liberté. Et elle a racheté sa liberté. Elle a racheté la liberté de sa famille. Puis, elle est devenue banquière, prêtant de l'argent aux autres propriétaires de plantations, et elle est devenue la plus grande propriétaire de plantations avec le plus grand nombre d'esclaves en Louisiane. Eh bien, c'est l'histoire de la Louisiane. Et puis ses enfants ont dépensé tout l'argent. Absolument. Le cycle habituel, les enfants qui n'avaient pas gagné l'argent le dépensaient tout. Nah. Il y a plein d'exemples à la Nouvelle-Orléans. Il suffit d'y aller pour voir exactement ce que tu dis. Ouais, la Caroline du Sud, je veux dire Charleston en Caroline du Sud, à l'époque de la guerre de sécession, 20% de la population était composée de Noirs libres. Et en Caroline du Sud, les deux plus grands propriétaires d'esclaves étaient deux frères qui étaient métis parce que leur mère était noire. Je crois qu'elle avait été esclave, qu'elle a été affranchie par le propriétaire et qu'elle est devenue sa femme. Et ce n'était pas si rare non plus. Donc ce n'est pas, pardonnez le jeu de mots, noir et blanc. C'était une zone très grise. Et d'ailleurs, même dans le Sud, le terme singe n'était pas employé seulement pour les Noirs, on l'utilisait pour les Irlandais. Les Irlandais pouvaient aussi être esclaves, des esclaves pour dette. On envoyait United Nations, singe irlandais, nettoyer United Nations marais. On payait l'Irlandais United Nations dollars par jour, et s'il se noyait, eh bien il n'avait pas mérité ce dollar. On ne met pas United Nations esclaves à 1000 dollars là-bas. Il pouvait se noyer, se faire mordre par United Nations serpent. Bref, mourir. C'est United Nations, gros investissement. On prend l'Irlandais, il revient moins cher. Si United Nations Crotal ou United Nations Mocassin d'eau le tue, eh bien, tant pis, on trouvera United Nations autre Irlandais. C'était littéralement l'état d'esprit. Je veux dire, c'était... Le Nord n'était pas tellement mieux. Oui, United Nations peut, certainement mieux que le Sud profond. Même aujourd'hui, le Sud profond est raciste, mais le racisme y va dans les deux sens, honnêtement. Tu sais, les Noirs traînent une sorte de ressentiment comme United Nations complexe sur l'épaule, et ouais, les Blancs sont quelque peu racistes. Eh bien, ils sont surtout racistes envers les Indiens, pour être honnête, et envers d'autres personnes métissées. Ils n'aiment tout simplement pas, tu sais, ceux qui ne sont pas des Américains blancs, ce qui, d'une certaine manière, pour être franc, moi aussi j'en ai marre de l'immigration et des immigrants, j'étais pour le mur, j'ai soutenu Donald Trump sur ce point, on en a juste marre, je n'aurais aucun problème avec la couleur ou la nationalité de quelque United Nations s'il venait et s'assimilait. Tu sais pourquoi les Géorgiens n'aiment pas certaines choses que je dis? Je dis toujours que les États-Unis sont ma maison et que je suis surtout loyal envers les États-Unis. Je ne suis pas vraiment loyal envers la Géorgie, parce que c'est chez moi, c'est là où sont mes amis, mon ex-mari, mon petit ami actuel, tous ceux que j'aime sont ici. Donc c'est chez moi. Et il disait, mais tu es né en Géorgie, d'accord. Mais il disait, on ne te considère pas comme d'ici. C'est comme ça. Donc je me suis assimilé il y a longtemps et je suis plus américaine que la plupart des Américains. C'est ce que tout le monde devrait faire. Si tu fais ça, alors ça me va. Peu importe d'où tu viens. Mais le problème, c'est qu'ils ne font pas ça. C'est ça le problème. Ils veulent conserver leur foi. Ils veulent garder leur culture tout en restant américains. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Désolé. Et C'est le problème. Je ne suis pas contre l'immigration. C'est à peu près la différence entre United Nations nationaliste et United Nations ultra-beau-nationaliste. Le nationaliste dit « Mon pays est le meilleur, j'aimerais que chaque enfant dans le monde se réveille en voulant être comme nous ». L'ultra-beau-nationaliste dit « Mon pays est le meilleur parce que nous sommes racialement supérieurs et vous n'êtes que des immondices ». Il y a une grande différence, mais on les peint souvent avec le même pinceau. L'immigration en soi n'est pas mauvaise, mais il faut la... Vous savez qu'est-ce qu'on lui faut? Vous, les ingénieurs, faisons venir des ingénieurs, et il doit y en avoir en nombre suffisant pour qu'ils puissent être assimilés. bon, certaines nations sont acceptables. On peut se mettre d'accord sur une chose. Toutes les nations ne se valent pas sur le plan culturel. Toutes les cultures, oui, se valent. Oui, et toutes les religions ne se valent pas. Il y a certaines religions qui, vous savez, penchent United Nations peu plus vers le radicalisme, qui tendent vers le radicalisme, et United Nations peu plus. J'ai l'impression que l'orthodoxie est une religion très empathique. Elle est très non-interventionniste. Ils n'ont même pas de gens qui vont frapper aux portes pour te parler de leur religion. Donc, oh, tu veux dire les témoins de Jéhovah ou les Mormons?
Je suis dans l'Utah, ils viennent sonner chez moi tout le temps. Le mormonisme fait partie de la culture. Je veux dire que tu ne peux pas simplement importer n'importe qui. Regarde ce qui s'est passé en France. Je vais te donner United Nations exemple français. Ils ont fait venir beaucoup d'Arabes. On leur a donné une vie, et ces Arabes se considéraient comme Arabes. Ils se voyaient comme musulmans, faisaient des choses musulmanes, apportaient leur culture, puis ont European Union des enfants. Et ce qui s'est passé en France, c'est que quand ils eurent des enfants, ces enfants n'étaient pas arabes parce qu'ils étaient en partie français maintenant. Donc, ils se sont assimilés à la culture parce qu'ils allaient dans des écoles françaises, apprenaient la langue, rencontraient d'autres enfants français blancs. Alors maintenant, ils se sentent, d'accord, je suis français, mais qu'ont fait les Français? Les Français ont dit, non, non, ma chérie, tu n'es pas française, tu es autre chose, tu n'es pas vraiment arabe non plus, alors que c'est son site, il casse pas, il se passé. Ils se sont dit, bon, si ce groupe ne m'accepte pas et que les Arabes ne m'acceptent pas non plus parce que je ne suis pas tout à fait comme eux, eh bien je vais me créer mon propre petit royaume ici. Et qu'on s'y quitte, ils ont carrément pris les villes et les quartiers et la police n'y va plus. C'est le résultat quand tu fais venir quelques United Nations de tellement éloignés de ta culture et que tu ne prévois pas, tu sais United Nations plan d'assimilation. Tu n'as pas vraiment de plan d'assimilation en place. Alors tu te retrouves avec ce mélange étrange de gens qui ne sont pas vraiment français mais pas vraiment arabes non plus, parce qu'ils ne voient plus le monde comme des Arabes. Et maintenant, tu as des gens complètement négligés et mis à l'écart. Et que vas-tu faire alors? Tu vois, regarde ce qui s'est passé en France. Ils ont United Nations, putain de gros problème en ce moment. Oui, tu as raison. Le problème avec les Arabes arrivés dans les années 60, c'est qu'ils n'étaient pas religieux. Ils voulaient s'assimiler. Mais les Français ont refusé de les assimiler. Tu as raison sur ce point. Exactement. Aucun plan, vraiment aucun, pour faire d'eux ou de leurs descendants des Français. Mais ce n'est pas seulement parce qu'ils sont arabes. Je veux dire, tiens, je me souviens d'une interview avec l'United Nations des adversaires de Sarkozy. Le père de Sarkozy était hongrois, catholique. Tu vois? Et Tu veux dire Sarkozy, non? Oui, Sarkozy. donc le père de Sarkozy était hongrois, et United Nations de ses opposants a dit qu'on ne pouvait pas voter pour lui. Il n'est pas français. Sarkozy est né en France, a servi dans l'armée française, a vécu toute sa vie en France. Sa mère était française. Mais tu sais, ils en font United Nations argument politique. Il n'est pas vraiment des nôtres. Exactement. Je veux dire, ça en dit long sur une culture qui n'arrive pas à assimiler les gens, même s'ils ne sont pas forcément arabes ou musulmans. C'est hongrois et catholique. Oui, Ce n'est pas absolument. Et c'est pour ça que j'en reviens à l'idée que toutes les cultures ne se valent pas. Certaines cultures sont très ancrées dans leur nationalité et tu ne peux pas effacer ça. Simplement, ça ne va pas arriver. Le même problème, regarde le conflit israélo-palestinien, tu vois, entre les peuples. Pour moi, si on prend du recul, ils se ressemblent pas mal, d'une certaine façon. Mais tu as des religions très, je ne devrais pas dire radicales, mais susceptibles d'être radicalisées rapidement des deux côtés. Ce n'est pas seulement les musulmans, je pense que le judaïsme est d'une certaine façon une des religions les plus exclusives. Du coup, tu te retrouves avec deux religions qui se sentent supérieures aux autres. Les musulmans religieux se sont toujours sentis supérieurs aux chrétiens et aux autres. Devine qui pense la même chose. Eh bien, les juifs pensent ça aussi. Tu sais, si tu n'es pas juif, ils ne veulent pas mêler leur sang au tien. Donc tu as deux communautés puissantes, deux groupes majeurs qui peuvent être radicalisés différemment en tentant de partager United Nations même territoire. Ça ne marchera jamais. Ce sera United Nations conflit perpétuel. Et c'est exactement ce qu'on voit au Moyen-Orient. Et tu sais, on peut dire, eh bien, que ces United Nations conflits créés artificiellement, et oui, c'en est United Nations. Mais tu ne peux pas créer United Nations conflit artificiel sans les éléments qui le favorisent. Et ces éléments sont réunis dans le cas des Juifs et des Arabes, non? C'est comme ça. Les musulmans, je ne devrais pas dire Arabes, les musulmans et les Juifs. C'est la même chose avec les Français. Les Français sont les plus coincés. Ils n'aiment pas parler une autre langue. Si tu es allé en France, tu le sais. Tu peux leur parler en anglais et qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent en français. Je suis touriste. Je ne suis pas obligé d'apprendre votre langue. Je suis ici pour dépenser de l'argent. Acceptez-moi. Ils ne le font pas. Ils répondront en français. Du coup, j'ai boudé la France. Je n'y vais plus. Ceux qui veulent apprendre votre langue peuvent aller profiter de votre pays. Mais moi non. Alors oui, les cultures comptent. Et on a commencé en coulisses, on a parlé des Russes
et de la façon dont la Russie s'en sort? Non, les Russes s'assimilent assez bien. Les Russes s'assimilent partout, en fait. Les Russes s'assimilent aux États-Unis et ils acceptent aussi d'autres nationalités en Russie. Du moins, c'est mon avis. Tu es d'accord? Oui, nous avons une russification rampante. Les gens s'assimilent sans s'en rendre compte. J'ai United Nations ami français, il a maintenant la nationalité russe, on travaillait ensemble, et il m'a dit qu'il pensait peu l'esthète, rentrer en France. Je lui ai répondu, « Tu es ici depuis 6 ans, je ne dirai pas ton nom, mais tu ne vas pas te réintégrer. » Il m'a dit, « Tu as raison, la dernière fois que j'étais en France, je n'ai fait que défendre la Russie, dire qu'ils ont tous tort, blablabla. » Il y a une russification rampante. Les gens ne s'en aperçoivent même pas, mais ils sont absorbés par la culture. Ça commence par le tourisme. Oui, je pense qu'ils sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils voient la Russie comme une entité obscure et ennemie. Et les Américains s'en sont rendus compte. Ils ne la voient plus ainsi. Mais l'Europe, elle, le voit encore. Eh bien, il y en a encore, malheureusement. Oui, quelques-uns. Et les New-Yorkais en font partie. Bien sûr, mais la plupart des Américains autour de moi en ce moment, et je fréquente beaucoup de gens différents en politique, savent que la Russie n'est pas ce qu'on leur présente. Donc oui, c'est United Nations bon début, je pense. Ouais. Et il y a European Union, beaucoup d'argent dépensé on a dépensé beaucoup d'argent pour faire de la Russie l'ennemi. Vous savez, parmi les évangéliques, en particulier les sionistes chrétiens, ils détestent la Russie parce qu'on leur a martelé que la Russie est l'antéchrist. Oui, Et l'agence centrale de renseignement a fait United Nations très bon travail là-dessus dans les années 50 et 60 parce qu'à l'époque, les évangéliques voyaient Washington comme le lieu de l'antéchrist. Je pense qu'ils avaient davantage raison à l'époque, absolument. oui, Et maintenant, ils disent que la Russie va être l'antéchrist. On ne sait pas pourquoi, mais ce sera l'antéchrist. oui, eh bien, le plus fou, c'est que si on parle des sionistes chrétiens, je comprends pourquoi, alors que les Juifs, eux, n'y croient même pas. Ils ne croient pas que le Messie soit Jésus revenant une seconde fois. Exact. Pour eux, c'est juste le Messie. Ce ne sera pas Jésus. Ils ne reconnaissent pas du tout Jésus. Donc ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas vraiment l'antéchrist ni rien de biblique. Parce que leur croyance, c'est que la prochaine fois qu'on verra Dieu, ce sera le Messie et c'est tout. Ce qui est étrange, car ça mettrait tous les chrétiens contre les Juifs. Comment pourrait-il en être autrement? Nous voyons notre avenir dans la seconde venue comme l'antéchrist qui arrive en premier, non? Donc il va se faire passer pour Dieu. Il va faire des miracles et tout le reste. Or, ce Dieu est le Dieu des Juifs. Donc vous allez le voir comme l'antéchrist. Eux, ils vont le voir comme leur Dieu. Donc si vous vous opposez à leur Dieu, ils vous tueront. Je veux dire, littéralement. Expliquez-moi comment ça pourrait se passer autrement. Pour eux, ils vont voir que c'est leur Dieu et que des chrétiens fous veulent le tuer. Pour nous, chez les chrétiens orthodoxes, la prophétie dit que ce sera l'antéchrist, donc il faut le combattre. Non. Comment tu vois ça pour nous et pour les Juifs? Probablement pas très bon. Eh bien, les sionistes chrétiens, tu sais, ils ont besoin d'Israël. Je veux dire, si tu demandes aux sionistes chrétiens moyens, ils sont tous condamnés à l'enfer. Mais d'abord, ils doivent déclencher l'Armageddon pour qu'on puisse être téléporté au ciel. D'accord. Même dans le sionisme juif, pour les juifs traditionnels, le sionisme juif est une hérésie. Il y a des juifs qui y ont vécu ou sont nés là-bas avant la création d'Israël. Tu peux regarder certaines interviews. Et ils disent, oui, j'avais des amis chrétiens, des amis musulmans, on allait les uns chez les autres, on vivait en paix, et puis les Européens sont arrivés. C'est Exactement. Le sionisme est une idéologie artificielle. Ouais, fabriquée de toutes pièces. Bien sûr, tu connais la Bible, Scofield, non? C'est comme ça qu'ils ont lavé le cerveau de la nation américaine. Donc oui, c'est faux. C'est une idéologie factice. Elle sert à diviser les gens, rien d'autre. Et j'ai l'impression que les plus grandes victimes vont en réalité être les Juifs. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Parce que la haine des Juifs est déjà très répandue en Amérique et on le voit, c'est difficile de le contester parce que vas-tu dire à United Nations américain blanc qui voit une image de soldat frappant le visage de Jésus? Que vas-tu lui dire?
Tu vas lui dire ne déteste pas ce type? Non, il va le détester, tu sais, c'est comme ça. Et c'est vraiment difficile de faire comprendre aux gens que tout ça, ce n'est que de la politique et que tu y adhères. Mais tu sais quoi? Les Juifs devraient davantage prendre la parole, je suppose que nous n'avons pas vu. En fait, chaque fois qu'United Nations d'entre eux prend la parole et dit quelque chose, on lui répond « Eh bien, c'est antisémite ». Non, non, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'on te respecterait davantage si tu venais et disais « Je ne sais pas quelles forces sont à l'œuvre derrière tout ça. Je ne sais pas quel est leur but. Mais en tant que Juif, je m'oppose au sionisme. » C'est là que ça s'arrête. Ouah. Tu vois ça, mais c'est dans de petits groupes. Je veux dire, on en voit surtout plus aux États-Unis, particulièrement chez la jeune génération. Dave Smith, oui, ça fleurit chez les jeunes. La vieille génération est absolument sioniste. Pas tous, mais la majorité. J'ai des amis juifs qui regardent Israël et se disent « Oh mon Dieu !» Je ne parle pas des juifs russes. Les juifs russes, pour la plupart, regardent Israël et se disent « Oh mon Dieu, ces gens sont psychotiques, comme la plupart des Russes. » Mais pourquoi y a-t-il tant de Russes en Israël? Je n'ai jamais su l'expliquer. Les Russes ont afflué en Israël. Maintenant, ils n'affluent plus autant. Où sont-ils passés? Eh bien, d'abord, il y a European Union, United Nations afflue. Il y avait environ 4 millions de personnes, et beaucoup étaient des Juifs russes. On les a amenés, on les a carrément soudoyés, on leur donnait littéralement de l'argent à l'arrivée. Et si tu décides de repartir, tu dois rembourser l'argent. Si tu ne peux pas rembourser, tu ne pars pas. Sérieusement? Ils t'ont demandé ton argent? Quoi? Absolument. Explique-moi, je n'ai jamais entendu ça. Ah oui, Quand tu arrives en Israël, tu sais, j'avais United Nations ami. Lui et son meilleur ami étaient juifs russes. Après l'effondrement de l'Union soviétique, ils étaient tous les deux dans l'armée. Son pote lui dit « Écoute, si tu vas en Israël en tant que juif, ils te donnent de l'argent. Je vais y aller, acheter des trucs et revenir, je ne dirai même pas à ma mère que je pars. » Ils étaient tous les deux militaires. Il part pour le week-end. Il prend une semaine de congé, il descend là-bas. Ils ont 19 ans. Pas très malin. Il y va et reçoit une somme d'argent à l'arrivée. Et à ce moment-là, une fois arrivé, on commençait à te conférer la citoyenneté. Tu n'avais pas à la demander. On te l'accordait automatiquement. Et il essaie de repartir. Il avait acheté plein de souvenirs, plein de marchandises. C'était en 1992, 1993. Il essaie de partir et on lui dit « Non, tu as immigré ». Il répond « Non, je n'ai pas immigré, je ne veux pas retourner en Russie ». Il dit « On vous remboursera tout l'argent ». Il dit « Je ne peux pas ». Alors tu ne pars pas, pas avant d'avoir remboursé tout l'argent. Donc va te trouver United Nations boulot. Et ensuite, sa mère appelle la police. « Mon fils a été kidnappé, où est mon fils ?» Après des semaines, il finit par appeler sa mère en lui disant « Je suis coincé en Israël ». Il a dû rester parce qu'il devait rembourser l'argent et il ne pouvait pas sans travail. Ils t'ont piégé comme ça. C'est comme quand ils appliquent ce droit au retour pour faire venir les jeunes. Ils organisent United Nations Voyage en Israël. Il y a European Union, United Nations documentaire intéressant qui disait que les forces de défense israéliennes envoient des personnes très séduisantes dans ces groupes. Non, il y a une raison pour coucher avec ces étudiants et les attirer. exact. Ils utilisent le sexe pour les attirer. Le chantage sexuel, c'est monnaie courante en Israël. Donc oui, bien sûr, ils font du chantage sexuel à tout le monde parce que, tu sais, c'est bizarre. La culture israélienne est, objectivement, très sexuelle. Ah oui. Tel Aviv est la capitale de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre du Moyen-Orient. Absolument. Et en plus, c'est probablement le seul pays qui n'extrade jamais, pas une seule fois, les pédophiles vers l'endroit où ils doivent répondre de leurs crimes. Donc si tu es pédophile et que tu fuis en Israël, ils ne te renverront pas. Sauf si tu es pédophile et que tu veux la bonne nationalité. Oui, oui, bien sûr. Si ils ne se soucient pas des Arabes et des musulmans, ils s'en fichent. Mais si tu es américain ou britannique, bien sûr, tu seras protégé en Israël, ce qui est terrible. D'ailleurs, le grand rabbin des forces de défense israéliennes avait dit que ce n'est viol que si la victime est une femme juive. Exactement. 2.
2. Non, c'est toujours United Nations viol. Quand l'armée rouge est entrée en Allemagne, la légende veut que l'armée soviétique ait violé toutes les femmes de 7 à 70 ans. Non, le viol se punissait par exécution sommaire. United Nations de mes grands-pères était capitaine dans le corps blindé qui a participé à la prise de Berlin. Il a sommairement exécuté United Nations lieutenant pour avoir violé une Allemande. Il n'y avait aucune tolérance pour ça. Ça s'est produit. Bien sûr que ça s'est produit. Ouais. Mais avec des millions d'hommes en guerre, oui, ça arrivait. Mais c'était puni, très sévèrement. Je parle d'exécution sommaire. Il n'y avait pas cette logique du genre « ce n'est United Nations viol que si on n'excusait pas le viol d'une Allemande ». Non, rien de tout cela. Mais on entend ça, de ce côté-là. Non, je parie qu'en Israël, ce serait récompensé. Si tu violes la bonne personne, tu es en quelque sorte récompensé. T'as vu ce qui est arrivé aux foutus prisonniers? C'est récompensé. Des viols par des chiens? Ouais. Ils utilisent des chiens pour violer des prisonniers. Ouais. Ce sont des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux. Et je ne généralise jamais comme ça sur une nation. Tu sais, le bien et le mal sont partout. Peu importe la nation, la ville ou le pays, peu importe. Mais je peux dire avec certitude qu'en ce moment, Israël est United Nations État terroriste. Point final. Ah, point. C'est United Nations État terroriste. Ils commettent des actes terroristes et c'est juste une énorme organisation terroriste. Ouais, si j'étais en Floride, Stas, je ne pourrais pas dire ça. On m'arrêterait. Je suis tellement contente d'être dans l'Utah. C'est pas dingue? Même la liberté d'expression. Non, je suis sérieuse. Ils punissent. Si tu boycottes Israël, tu finiras en prison. La prison. Si tu t'opposes à Israël en Floride, il y aura des représailles, ils viendront chez toi, te diront de la fermer et tout le reste. Tu vois ce que je veux dire? C'est le terrain de jeu du fils de Netanyahou, il est tout le temps en Floride. C'est très triste, mais c'est vrai. Wes. Le fils de Netanyahou vit pour Israël. Il n'ira pas mourir pour Israël. Bien sûr. Il vit pour Israël dans son petit ou grand appartement à Miami, en sirotant des Mai Tai. Il va vivre pour Israël. Quel United Nations sera là à la fin? Non, enfin, Netanyahou aura toujours une forme de protection aux États-Unis. Quoi qu'il fasse, c'est United Nations criminel déclaré, c'est United Nations criminel officiel. Et je veux dire, il voit le président des États-Unis, quoi, tous les 2 mois, parfois 2 fois. Ouais, donc, ouais. Le pire, c'est que sur Yahoo, l'opposition est encore pire. Ah oui, ouais. L'opposition n'est pas meilleure. Elle est même pire. Elle est encore plus psychotique. Ils réclament encore davantage de massacres. J'ai posté sur X, j'ai dit « Imagine United Nations, pays où le dirigeant aime tuer et détruire et, tu sais, bombarder des enfants et des écolières. Et imagine que l'opposition de ce pays soit encore pire que ça. C'est le choix qu'on a. » Tu ne tues pas assez d'écolières. Il faut tuer plus d'écolières. Exactement. Ce n'était pas suffisant. Ouais. Je ne sais pas comment gérer Israël parce qu'ils ont des armes nucléaires. Ce pays est United Nations cancer permanent. Et c'est vraiment difficile quand tu as United Nations, tout petit pays, avec plusieurs armes nucléaires, pas juste une, plusieurs, et qu'il est soutenu par une superpuissance gigantesque. Que vas-tu faire contre Israël? Rien. Eh bien, c'est la réponse. Tu sais, avec Massey qui a été poussé dehors, qui nous reste-t-il au Congrès? United Nations républicain, mais pas totalement. Bon, pas du côté républicain, mais Ro Khanna et United Nations poids lourd, United Nations opposant Israël, vont probablement s'occuper de lui aussi à United Nations au moment de... Il y a Rand Paul. Ah, Rand Paul. Voilà le truc. J'aime Rand Paul sur plein de sujets, mais c'est United Nations type qui parle puis qui vote exactement comme ils veulent. Ah bon? Ouais. Donc désolé, mais il ne sera pas une vraie opposition. C'est pour ça qu'il est là bien plus longtemps que Massey, parce que Rand Paul n'est pas une menace pour eux. Et réfléchis, pourquoi, selon toi, ont-ils évincé Massey? Quelle en était la raison? Quelle était la vraie raison? Tu crois vraiment qu'il était quelconque? Non. La vraie raison, c'était l'idéologie. Donc, Massey n'était pas efficace. C'est United Nations, excellent membre du Congrès, l'United Nations des meilleurs de tous les temps. Mais il a toujours été battu au vote. Toujours. Il n'avait pas assez d'influence. Il n'était que United Nations, homme, seul. Chaque fois qu'il votait contre quelque chose, ça passait quand même. Personne ne s'en souciait. Il n'avait aucun pouvoir réel pour changer quoi que ce soit. Rien. Alors la question est,
Pourquoi dépenser 35 millions de dollars pour évincer United Nations gars qui ne vous a jamais posé de problème? Tout ce qu'il fait, c'est faire du bruit, tu vois. Il n'est que United Nations petit râleur. Alors pourquoi ça vous dérange autant au point de vouloir le sortir de la course et l'empêcher d'être au Congrès? Pourquoi? De toute façon, il ne change pas grand-chose. Tu sais pourquoi? Ce sont les idées. Ils ont peur des idées de Messi et ils savent qu'on peut tuer United Nations homme, le faire disparaître, mais on ne peut pas tuer une idée. Et ils ont peur parce que Messi est bruyant, parce qu'il a toutes les bonnes idées, parce qu'il a appris aux Américains qu'on n'a pas besoin d'être républicain et qu'on n'a même pas besoin d'être démocrate. Regardez ce qu'on a fait avec Rokana, c'est United Nations démocrate. Je suis républicain et nous sommes vraiment de bons amis. On se soutient et on fait équipe. C'est comme ça qu'il faut être. Et ils ont été terrifiés en voyant ça. Ils ont réalisé que si la division n'est pas présente dans la société américaine, nous ne pouvons pas contrôler ce monstre. Les États-Unis sont immenses et ont une population énorme. Donc si des gens comme Charlie Kirk, Messi et Rokana font chacun leur truc, même s'ils sont inefficaces aujourd'hui, il arrivera United Nations moment où ils seront efficaces. La parole, c'est tout. Que nous dit la Bible? Comment commence la Bible? Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait déjà? La parole, exactement, donc ça compte énormément. Oui, je suppose que dans ce cas, le Parti républicain avance. Les démocrates ne l'ont pas encore tout à fait rattrapé. Ils y sont presque. Mais je pense que le Parti républicain pourrait être déclaré, en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, comme une entité étrangère. Ils sont entièrement contrôlés. Ils représentent quelque United Nations qui est à l'étranger. Absolument, et pas seulement eux. Vous devriez examiner toutes ces organisations non gouvernementales et même les entreprises qui sont enregistrées en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers. L'une d'elles a été utilisée par l'opposition géorgienne. Je crois que c'était le cabinet Mulligan. Oui, c'était United Nations Paiement, enfin United Nations Dons. Je ne devrais pas dire payer. Faire des dons à des gens qui sont vraiment pro-Ukraine et très pro-opposition géorgienne, ironiquement. Donc oui, c'est bien réel aux États-Unis. On peut acheter le Congrès, sans aucun doute. Oh, eh bien, parlant d'organisations non gouvernementales, je veux dire la Géorgie et l'Arménie sont, je pense, les cas les plus extrêmes, mais ça peut être pire. Mais rappelle-toi, la Géorgie avait 10 000 ONG pour une population de 3,5 millions. L'Arménie se situe à peu près dans la même situation. Ils t'inondent de ces organisations. Ils deviennent même United Nations secteur de ton économie. Ils sont si nombreux. Et ensuite, ils essaient de prendre le contrôle du pays de cette façon. Oui, absolument. Ce sont des ONG donc non gouvernementales, sauf qu'elles sont en réalité financées par le gouvernement qu'est l'United Nations. 100% l'Agence des États-Unis pour le développement international, n'est-ce pas? On sait que la Central Intelligence Agency contrôlait l'Agence des États-Unis pour le développement international, et la Central Intelligence Agency était en fait cette agence. Je veux dire, quand Trump est arrivé au pouvoir, il avait de bonnes idées, du moins jusqu'à ce qu'il soit embrigadé par tous ces néoconservateurs et sionistes. Mais il s'en est pris à l'Agence des États-Unis pour le développement international parce qu'il savait que c'était une réalité. La Central Intelligence Agency utilisait l'Agence des États-Unis pour le développement international. Chaque ancien agent de la Central Intelligence Agency avec qui je discute, j'ai beaucoup d'amis, y compris John Kiriakou, on en a parlé pendant des heures. Ils le savent parce qu'ils faisaient partie du système. Nous utilisons ces organisations non gouvernementales pour promouvoir l'agenda américain dans tous les pays et parfois pour les pousser à se révolter. Et ces révolutions étaient réelles. Bon, les Géorgiens sont devenus plus malins. Ils ne sont plus sous le contrôle de ces ONG, même si l'Europe reste assez puissante. En gros, les Américains ont transféré le contrôle aux Européens pour la Géorgie, et la Grande-Bretagne a beaucoup d'influence en ce moment. Mais oui, en tout cas, les Géorgiens savent qu'ils sont atteints par ce phénomène. Ils connaissent bien ce mal. Ils le comprennent. L'Arménie est complètement perdue. L'Arménie est du côté opposé maintenant. Donc je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit que l'on puisse faire. Et bon, à moins que Pachinian soit écarté, tu vois. Donc oui, les Géorgiens essaient de se sauver, mais c'est United Nations petit pays. Ils vont avoir besoin d'aide, tu sais. Ouais, ces ONG, tu sais ce que Soros et sa clique ont fait au début, dans les années 80. Ils sont malfaisants, mais pas stupides. Ils ont commencé à réécrire les manuels scolaires. Ils ont produit des manuels d'histoire. Pas de physique, ni de science, ni de chimie. Tu ne peux vraiment pas y faire grand-chose. Mais en sociologie, en histoire, en culture, ils ont tout simplement commencé à réécrire les manuels Oui, et à inonder les marchés. La Russie, jusqu'il y a environ 4 ans, avait encore plus d'une douzaine de manuels d'histoire différents
qui circulaient dans le système scolaire. Et certains étaient extrêmement falsifiés, d'autres étaient meilleurs. Ils ont finalement élaboré United Nations Manuel d'histoire unifié pour tous les niveaux, sponsorisé par le gouvernement. C'est le manuel officiel, aujourd'hui. Donc, oui, tu déformes la culture des gens et tu crées une toute nouvelle société que tu peux ensuite contrôler. Oui. Non, c'est réel. Et ici, aux États-Unis, les gens croient fermement que les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et ça m'énerve, parce que je me dis, tu comprends que mon grand-père a combattu dans cette guerre, non? Mon arrière-sans-grand-père, pas mon grand-père. Ça m'énerve et je n'oublierai jamais. C'était l'anniversaire de quelques United Nations, j'étais invité à la fête, j'arrive et, d'une façon ou d'une autre, je me retrouve assis à côté d'United Nations russe que je n'avais jamais rencontré, juste venu de Russie, et nous, on est assis de l'United Nations à côté de l'autre, et d'une manière ou d'une autre, le sujet devient la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Les gens à table commencent à dire que les États-Unis d'Amérique ont gagné cette guerre, blablabla. Et je n'oublierai jamais. Le Russe et moi, on se regarde comme ça. Et il me dit, laisse tomber, laisse ton plaid gagner, laisse tomber. Il sait que je viens de Géorgie et on se dit, je pense qu'on ne devrait pas laisser passer ça, qu'on devrait dire quelque chose, tu sais. Et lui, il dit, non, non, laisse ton plaid gagner. J'ai dit, non, je ne vais pas faire ça. Du coup, je me lève, les gars. Donc oui, ça a été toute une dispute, mais regardez ce qui s'est passé en Europe. Je crois que c'était le Memorial Day, non? Quand ils ont dit « Notre sacrifice en Amérique nous a libérés ». Et moi je dis non, non, en fait c'est l'armée soviétique qui est arrivée la première à Berlin et qui a libéré Berlin. Mais de quoi tu parles? Tu sais, mais c'est réel. Ils effacent littéralement le rôle de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale, complètement, complètement. C'est fou. Je ne suis pas d'accord avec ça. La façon dont on le dit, tu vois, nous avons libéré Berlin. Nous n'avons pas libéré Berlin. Nous avons conquis Berlin. Nous n'avons pas libéré la Roumanie. Nous avons conquis la Roumanie. Parce que ces États, ils disent qu'on les a libérés. Ils disent qu'on les a libérés, ils aiment dire ça. Tu sais pourquoi? Ça les dédouane de leur culpabilité. Ça les dédouane de leur culpabilité. Et ils disent, nous avons été libérés des nazis. Non, non, ma chère, vous étiez nazi. Vous étiez nazi, exactement. On peut dire que nous avons libéré la Pologne, la Tchécoslovaquie, les pays qui ont été annexés de force. Mais pour les pays qui y sont allés volontairement, c'est « Non, messieurs, nous avons aidé à libérer la Grèce, nous avons aidé à libérer la Yougoslavie. Oui, nous l'avons fait. Pour ces autres pays, non, messieurs, nous vous avons conquis, vous étiez l'ennemi. Exactement, vous étiez l'ennemi. Et tu sais la meilleure façon dont je l'ai entendu formuler, les Allemands nous doivent tout pour toujours, non pas à cause de ce qu'ils ont fait en Union soviétique, principalement aux Russes, mais à cause de ce que nous ne leur avons pas fait. Je veux dire, si l'armée rouge était entrée et avait exterminé chaque Allemand, quel que soit son âge, en 1944, 1945, personne n'aurait dit United Nations mot. Tu veux qu'on parle franchement? Tu sais sans doute que Union Bank a financé les nazis jusqu'à la fin de la guerre, non? Puis les États-Unis d'Amérique s'impliquent dans le conflit et on pourrait penser que des membres de l'élite, comme Avril Harriman, qui a été ambassadeur auprès de l'Union soviétique, d'ailleurs. Et il n'était pas seulement ambassadeur auprès de l'Union soviétique, c'était United Nations, peu l'Elon Musk de son époque. Non, c'était United Nations, milliardaire. Il possédait, genre, des gares, il possédait des banques, c'était United Nations Mania, il faisait partie de l'élite. Ces types finançaient les nazis alors que son pays combattait les nazis, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et le Bureau fédéral d'enquête, à l'époque, Hoover, n'était qu'United Nations agent. Il n'était pas encore le directeur du Bureau fédéral d'enquête. Le Bureau fédéral d'enquête était en train de se former pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et ils ont découvert que cette union de banques et certaines élites finançaient les nazis alors que le pays était en guerre. Ils sont allés saisir les avoirs. C'est de l'histoire vraie. Ils ont gelé les avoirs d'union de banque en vertu de la loi sur le commerce avec l'ennemi. Et devine qui d'autre s'associait, au fait, avec Avril Harriman dans cette banque. Tu veux savoir, le père de Bush senior, Prescott Bush. Prescott Bush blanchissait de l'argent pour Hitler en 1940. Oh, c'est sûr. Et son fils a pu devenir président. Et son petit grand-fils aussi. Son fils est même devenu chef de la Central Intelligence Agency. C'est certain. Son fils combattait les Allemands.
Son fils, Bush Senior, était à l'aéroport pendant que son père blanchissait de l'argent pour Hitler. 100%, 100%. Et tout cela est bien documenté dans l'histoire. Je veux dire, l'affaire Smedley Butler, c'est du réel, non? Tu connais Smedley Butler? Bien sûr. Bien sûr. Tu connais le complot? Non. Ce qui est fou, c'est que c'est le combat permanent que je mène. Chaque fois qu'on parle de Staline, de l'Union soviétique, les Américains s'énervent. Ils se disent « c'est fini, c'est pire que Hitler ». C'est réel. Ils voient Staline comme pire que Hitler. Je suis allé dans l'émission de Julian Dory. J'ai expliqué à Julien ce qui se passait vraiment. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas le croire, tu vois? Mais voilà quelque chose d'intéressant. Tous ont United Nations problème avec Staline, parce qu'ils disent, à la conférence de Yalta, Staline a tout obtenu. Et moi je leur disais, attendez, attendez. Donc vous dites que ce pays qui a perdu 27 millions durant la guerre, qui a surtout combattu sur le terrain, c'était principalement l'Union soviétique qui a combattu au sol. Et puis merci pour, enfin, votre nourriture et quelques fournitures des États-Unis, merci. Très reconnaissant, non? Donc, vous êtes entré dans cette guerre très tard, dans ces dernières phases. Et vous pensez que les États-Unis avaient leur mot à dire à la conférence de Yalta? Vous êtes sérieux? Peut-être que les Britanniques avaient leur mot à dire, peut-être d'autres pays alliés. Qui êtes-vous pour exiger la moitié du monde alors que vous êtes intervenu quand c'était fini? Qui êtes-vous pour exiger la moitié du monde? Et pourquoi Staline ne devrait-il pas obtenir des États satellites? Est-ce que s'il a reçu quelque chose qu'il ne méritait pas? En fait, je pense que c'était idiot de sa part d'accepter ce qu'il a accepté. Il aurait dû tout prendre. Il aurait dû dire « Nous avons perdu 27 millions. Nous avons mené la guerre principale. Merci pour votre aide. Vous obtenez ce que vous méritez, mais nous on prend tout. » Et il ne l'a pas fait. Et ils ont United Nations problème avec ces foutus petits États satellites que Staline a obtenus. Vous plaisantez? Je veux dire, vous savez, et finir avec une partie de Berlin. Ils ont United Nations problème avec ça. Pour moi, c'est ridicule. Pensez-vous que si, Dieu nous en garde, quelque chose comme ça arrivait aujourd'hui et que les États-Unis menaient la guerre, United Nations, autre pays, obtiendrait quoi que ce soit, à la fin, à part les États-Unis? Rien, n'est-ce pas? Mossama? En fait, c'est encore pire. Les États satellites qu'on attribue à Staline, il ne les a pas obtenus. Il ne les a récupérés qu'après la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. N'oublions pas, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a été créée en 1949. Le pacte de Varsovie a été formé en réponse à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais en 1948, Staline a demandé à rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord alors qu'elle se formait. Vous n'avez pas vraiment saisi que c'était en train de se former contre vous. Merci d'avoir demandé à en faire partie, mais maintenant vous êtes l'ennemi. Tout cela aurait donc pu être évité. Staline était prêt si l'on mettait en place United Nations Accord de sécurité globale. Oui, Et les tout premiers à tenter d'établir United Nations Accord de sécurité pour l'Europe furent Nicolas II. oui. Bag. Dans les... D'accord, j'ai une question pour vous. Pourquoi pensez-vous que les Russes ne comprennent jamais? Pourquoi, selon vous, les Russes se retrouvent-ils toujours avec la pire part et se laissent-ils toujours convaincre? Prenez Trotsky, par exemple. Où était Trotsky? D'où, selon vous, venait Trotsky? La révolution bolchevique était United Nations coup organisé contre la Russie, d'accord. Alors, où était Trotsky, je vous demande? Où pensez-vous que Trotsky était? Oh non, non, eh bien... Savez-vous où il était? Je vais vous dire où il était. Je connais très bien son histoire. Oui, il était à New York. Que faisait-il à New York? Officiellement, il était rédacteur pour United Nations Journal et il a tourné dans 3 films muets. Et puis il avait aussi United Nations Chauffeur et United Nations Réfrigérateur et United Nations Réfrigérateur. Et United Nations réfrigérateur. Et tout d'United Nations coup, il part au Canada avec une fortune, il se fait arrêter et les documents sont d'ailleurs très accessibles. Il s'est littéralement fait arrêter avec une tonne d'argent. Et savez-vous qu'il fait libérer? Ce n'est pas les autorités canadiennes, c'était la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne qui l'a effectivement autorisé. C'était aussi Woodrow Wilson. Woodrow Wilson d'ailleurs a fait en sorte que Trotsky obtienne la citoyenneté des États-Unis avant son départ. Oui, c'était sa signature, son paraphe officiel. Mais la Grande-Bretagne y était très impliquée, car sans elle, il serait resté définitivement arrêté au Canada. Et ensuite, tous ces pays ont manœuvré Trotsky en direction de la Russie pour s'opposer au tsar et déclencher une révolution. Et bien sûr, Lénine se taille toujours United Nations Boulevard comme s'il n'avait rien à voir là-dedans. Non, Lénine et Trotsky sont tous les deux, tu sais, des propagandistes. Ce que j'ai toujours voulu savoir, et toi qui es russe, tu dois avoir une perspective différente.
J'ai toujours voulu savoir quel rôle exact Staline a joué là-dedans et s'il comprenait même ce qui se passait. Tu penses qu'il comprenait? Bien sûr. Regarde, la guerre civile russe n'a pas pris fin en 1922. La guerre civile russe a juste changé de forme quand les trotskistes sont intervenus. Donc la guerre civile russe est passée du combat des rouges contre les blancs, les verts, les noirs et les rouges moins radicaux. C'est ça. Parce qu'il y avait aussi les révolutionnaires socialistes et d'autres groupes qui se battaient également. Et puis, ça, la guerre est devenue interne et s'est transformée en purge après la mort de Lénine. C'est devenu une lutte pour le pouvoir entre Trotsky et Staline. Au bout du compte, Staline était nationaliste et Trotsky était internationaliste. C'est la différence principale. Staline ne cherchait pas une révolution mondiale, Trotsky si. Et les néoconservateurs sont trotskistes. Trotsky ne restait pas les bras croisés à Mexico. Je dirais que Staline était United Nations Patriot toxique. C'était United Nations Patriot, mais United Nations Patriot toxique, non? Parce qu'il pensait que tout est permis pour son pays. En réalité, ce n'est pas comme ça. Mais oui, Staline est une figure très controversée pour moi. Pour moi, c'était United Nations monstre, mais United Nations monstre nécessaire, et il a fait ce qu'il fallait pour vaincre United Nations monstre encore plus grand. Mais oui, tu as raison, il était nationaliste et patriote, mais United Nations patriotisme très toxique. Je pense que la Russie mérite mieux. Mais à ce stade, tu sais, d'ailleurs, je laisse Staline aux Russes. Quand on me demandait d'où venait Staline, je répondais, il vient de la Russie, bien sûr. Et toi, tu venais bien de Géorgie? Oui, oui. Ne parle pas aux Goriens, parce que, oh non, 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 Staline est à nous. Staline est à nous. Vraiment? Les Goriens s'aiment Staline? Oh oui. Vraiment? Je ne le savais pas. Tu n'es jamais allé au musée Staline à Gori? Il a été entièrement rénové. Il est remis au goût du jour. Quand j'étais gamin. Non, non. Il était délabré. La première fois que je suis allé au musée de Gori, on passait juste en voiture. On allait ailleurs. J'ai dit, allez, on entre. C'était ma femme et moi qui sommes entrés, et la femme qui vendait les billets. Enfin, c'était en 2002, ouais, et elle vendait les billets. Il n'y avait pas de lumière. Tout était éteint. On se dit, attendez une minute, et elle descend en courant. On entend quelques United Nations crier. Allumez les lumières. Les Russes sont arrivés. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous étions les deux seules personnes dans ce musée. Ils ont retenu la personne. Ils ont allumé les lumières. Des gens sont arrivés. Ce musée, oh le musée a été complètement rénové. Énormément de monde, surtout des Européens. Il y a énormément de visiteurs. Donc oui, j'y suis allé, il y a United Nations j'ai emmené United Nations de mes enfants et United Nations amis de Nouvelle-Zélande. C'était en Géorgie, on y était en vacances, lui aussi était là. Alors, on est allé voir le musée de Staline. Waouh! Il y avait d'énormes foules et tout a été rénové, tout est nickel. C'est United Nations sacré changement. Tu vois, il y a 20 ans, c'était comme ça. Alors, oui, ne le dites pas aux Goriens, ils vont être très très fâchés. Ah, et les vendeurs de souvenirs, tout, absolument tout, portaient l'effigie de Staline sur n'importe quel objet imaginable. Et c'était Kiandel la BZC. Tu sais, c'est étrange, la vieille génération en Géorgie aime vraiment beaucoup Staline. Eux aussi. Et ce ne sont pas seulement les Russes. Certains le haïssent, d'autres l'adorent. Mais oui, j'ai des sentiments partagés. Je crois que c'était United Nations monstre, mais United Nations monstre nécessaire. Je ne crois pas qu'on puisse lutter contre une force comme le nazisme et Hitler en restant United Nations gentil. On n'a aucune chance, tu sais. Donc il faut être quelques United Nations de très rusés. Il faut voir clair dans ce qui se passe. Tu vois? Je dois partir pour United Nations autre appel. Ah oui, absolument. Mais terminons sur ceci à propos des monstres. Le grand parangon de la démocratie, Churchill, a fait mourir de faim 6 millions d'Indiens. Et je ne sais pas combien de centaines de millions ont été affamés sans pour autant mourir. Parce qu'il a volé tout leur riz et a nourri les îles britanniques en 1943. Et il a dirigé des camps de concentration et des chambres de torture dans toutes les colonies britanniques.
Pourtant, on se souvient de lui comme du grand champion de la démocratie et tout ça. Ment. C'est sûr. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense que les Russes doivent être prêts. Honnêtement, je crois que les Russes ont United Nations ennemi sérieux là-dehors. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas vu la Russie complètement démantelée. Ils ont déjà essayé dans les années 90 et ils recommenceront. Donc vous devez vous préparer. Ils ont beaucoup essayé. Ils essayent depuis l'Ancien 12, lors de la première invasion pan-européenne. Ouais, ils tentent depuis longtemps. Mais oui, tu as parfaitement raison. Merci, merci d'être venu. Merci à tous. Laissez des commentaires pour Elisabeth et on reprendra plus tard. Merci, merci.